parce qu'il ne s'agit évidemment pas de minimiser l'ampleur de ce qui nous reste à accomplir, mais il ne s'agit pas non plus que je vous plombe le moral et que vous rentriez chez vous en vous disant que ça ne va pas le faire. Sauf que les gens qui me connaissent un peu savent que je suis plutôt du genre éléphant dans un magasin de porcelaine plutôt qu'équilibriste sur mon film, et donc je vais essayer de me lancer dans l'art de la conclusion. On est tous des aveugles, donc l'éléphant, un morceau. Alors je vais commencer par remercier encore chaleureusement chacun de nos orateurs d'aujourd'hui pour leurs éclairages qui ont été précieux, pour nourrir notre réflexion et surtout pour appréhender la complexité de ce qui nous attend encore. Pour ça, vraiment, merci pour ce temps. Depuis la création de l'ASBL Notre Bon Droit, j'ai l'honneur de vous accompagner avec Benoît et Stella qui vient de quitter par la petite porte, de vous accompagner dans la défense de vos droits et de vos intérêts face à la gestion de la Covid-19 et de ses suites. C'est comme ça que c'est écrit dans les statuts, parce que figurez-vous que quand on a déposé les statuts, on s'est douté qu'il y aurait des suites. Alors, n'ayant pas de boule de cristal, on n'avait évidemment pas la possibilité d'imaginer quelles allaient être ces suites, mais maintenant que la Covid-19 ne fait plus partie intégrante de notre actualité médiatique et que les restrictions sur nos droits ne pèsent plus aussi lourdement sur nos épaules, on commence à entreapercevoir quelles vont être ces suites. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons élargi nos statuts et qu'ils ont été déposés au greffe hier, de façon à pouvoir continuer à vous accompagner au mieux dans les prochains mois et les prochaines années, parce que clairement, la façon dont les autorités ont géré cet événement, la Covid-19, a montré à quel point il est indispensable aujourd'hui de renforcer des organisations issues de la société civile et surtout de renforcer des organisations qui sont parfaitement indépendantes et autonomes, comme l'est notre bon droit. Parce que clairement, pendant toute cette crise, nous avons été régulièrement incrédules, souvent impuissants face à nos dénis de droit et face au rejet de notre voix et de notre volonté. Alors je me souviens, petite séquence nostalgie, mais un des tout premiers articles que j'avais écrit avant même la création de la SBL, c'était au printemps 2020, s'intitulait « Les mots ont un sens, virgule, l'importance du sens des mots ». Et j'essayais d'attirer votre regard sur la manipulation du langage auquel nous étions soumis, notamment avec de nouvelles définitions, on en a parlé tout à l'heure, les nouvelles définitions de mots comme le mot « cas », pas le mot « cas », le mot « cas », parce que il y a encore 15-20 ans, quand je travaillais en milieu hospitalier, et par exemple, quand la médecine du travail arrivait pour me dire « Écoute Isabelle, il va falloir que tu fasses un dépistage parce que tu as pris en charge un cas de tuberculose », quand on me parlait d'un cas de tuberculose et d'un patient qui s'était présenté aux urgences avec un tableau clinique de pathologie respiratoire, et le diagnostic s'était basé sur sa symptomatologie, cette symptomatologie avait découlé un diagnostic qui avait été confirmé ou infirmé par des analyses de laboratoire. Ça, c'était un cas. À partir du printemps 2020, un cas, c'est un pauvre paye à qui on a dit qu'il devait aller faire un test PCR, qui est un test diagnostique qui était utilisé en guise de dépistage, ce qui veut dire que le nombre de faux positifs était plutôt important. Et donc même si cette pauvre personne disait « Non, mais moi je vais bien. Non, vous n'allez pas bien, vous êtes une bombe virologique. Rentrez chez vous. Et restez ici pendant 14 jours. » Combien de jours ? 40 jours? Non, c'était pas 40 jours, c'était 14 jours. C'était 14 jours. Et donc je voudrais revenir un petit moment sur l'importance pour nous en tant que citoyens d'apprendre à décoder, déjouer ces pièges de langage, cette langue de bois. Alors évidemment, c'est pas nouveau, la langue de bois. Nous sommes régulièrement confrontés à des situations où un mot peut prendre plusieurs sens ou cacher un sens, et tout particulièrement en politique, où la langue de bois est utilisée pour manipuler
ou pour tromper l'opinion publique. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai encore utilisé un mot il y a quelques instants, et plusieurs de nos orateurs ont utilisé ce mot aussi pendant la journée. Ils ont utilisé le mot autorité pour désigner les personnes que nous avons choisies pour diriger le pays en notre nom. Ce mot, de facto, induit un lien de subordination entre elles et nous. Et je peux vous assurer que dans leur tête, dans ce lien de subordination, c'est nous les subordonnés. Et on a tendance à oublier un peu vite que ces personnes sont placées à la tête du pays pour le diriger parce que nous les y avons placées. Et parce que nous les payons pour exercer ce métier. Et donc, en fait, le lien de subordination, c'est plutôt l'inverse. C'est eux qui sont nos subordonnés et qui sont censés écouter ce que nous leur demandons. Alors, un autre mot que nous utilisons régulièrement pour les désigner, ce sont nos représentants. Et là aussi, il faut se méfier parce que ce mot peut prendre des significations très différentes en fonction de qui l'énonce. Moi, en tant que citoyenne, quand je parle de mes représentants, je parle évidemment des personnes que j'ai élues pour porter ma voix, défendre mes intérêts, et ce que j'attends de ces personnes, c'est qu'elles prennent des décisions qui soient en corrélation avec mes revendications. La crise de la Covid-19 nous a malheureusement montré que dans leur tête à ces personnes, à ces représentants, les choses sont un peu différentes. Elles ont plutôt l'impression qu'elles peuvent prendre n'importe quelle décision en notre nom, sans avoir jamais le moindre contrôle, ni avoir la moindre compte à rendre, un peu comme si en fait leur électorat était une masse de crétins à garder à tout prix sous tutelle. Alors j'utilise ce mot électorat à dessein parce que, on l'a dit aussi tout à l'heure, clairement nous sommes en campagne électorale, hein, ça y est, ils ont commencé, écolo qui tacle le MR sur sa politique écologique, le MR qui tacle le PS par rapport aux chiffres de l'emploi, le PS qui tacle le MR par rapport à sa non-volonté de développer la vie académique en Wallonie. Bon, tout ça c'est du show, hein, ne nous leurrons pas. C'est pour donner l'impression aux électeurs qu'ils ont encore un choix, mais en réalité, les jeux de pouvoir en coulisses sont déjà faits, ils se mettent d'accord entre eux pour pouvoir garder au maximum ce pouvoir. Mais on va quand même vous dire que d'ici un an, vous serez appelés à aller voter. Eh bien, c'est pas vrai. Nous n'allons pas aller voter. Parce que voter, c'est donner son opinion sur une décision, c'est dire oui, je suis d'accord avec cette décision ou non, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Ce n'est pas ce que nous allons faire dans un an. L'année prochaine, nous allons élire les personnes qui voteront en notre nom. Mais je peux vous assurer qu'après ce que nous avons vécu pendant la crise de la Covid-19, quand vous interpellerez les personnes que vous avez élues pour voter entre votre nom, quel que soit le mail que vous allez... Ah, il nous coupe le sifflet. Quel sabotage. Quel que soit le mail que vous allez leur envoyer, quel que soit le courrier que vous allez leur envoyer, quelles que soient les revendications que vous allez pouvoir partager avec eux si vous avez la chance de les rencontrer au marché de votre village, ils ne voteront jamais en fonction de vos revendications si celles-ci ne correspondent pas aux ordres de vote de leur président de parti. Et ça, c'est un vrai problème. Cette mise sous tutelle de l'électorat et l'hégémonie des présidents de parti en Belgique conduit à des abus de pouvoir. On l'a vu, on l'a vécu. Et donc c'est véritablement un des enjeux essentiels pour nous, citoyens, aujourd'hui, c'est d'apprendre à décrypter la langue de bois de façon à ce qu'on ne puisse plus nous tromper. Un autre problème auquel nous avons dû faire face pendant toute cette crise, et qui n'est pas nouveau non plus, hein, qui a toujours existé, mais qui a pris des proportions quasiment industrielles pendant la crise de la Covid-19, c'est la censure. C'est la censure. Au prétexte du maintien de la sécurité nationale, au prétexte de la lutte contre la
désinformation, au prétexte de la lutte contre la corruption morale quand il s'agit de pédocriminalité ou de commerce illicite. On a vu des partenariats publics-privés, des partenariats entre Twitter, Facebook, YouTube, les services de sécurité, mais aussi des organismes internationaux comme l'OMS, pour littéralement filtrer Internet. Filtrer Internet pour pousser en avant certains contenus et censurer d'autres contenus, et donc de facto limiter la liberté d'expression de certaines personnes et les empêcher de s'exprimer vers l'extérieur, mais aussi empêcher à d'autres personnes d'avoir accès à des informations qui soient opposantes. Et là, on se trouve avec véritablement deux bombes antidémocratiques. D'un côté, la langue de bois, et de l'autre côté, la censure. Ce sont deux bombes antidémocratiques parce que ce sont deux outils qui sont de plus en plus souvent utilisés pour maintenir le citoyen à l'écart de la prise de décision et à l'écart de l'exercice du pouvoir. Parce que quand la langue de bois vous cache les enjeux de société qui sont en train de se jouer, la reconnaissance faciale qui se généralise, le passe carbone qui s'invite au JT de façon complètement décomplexée, alors qu'ils vont discuter de nos restrictions de liberté, tous en jet privé. Quand cette langue de bois vous masque les véritables enjeux de société et que la censure muselle l'opposition et vous empêche d'accéder à des voix dissidentes, mais les citoyens sont empêchés de prendre une part active dans la démocratie. Et ils ne peuvent plus prendre de décisions éclairées. Et quand la langue de bois favorise certaines prises de décision en faveur de grands lobbies, on en a parlé il y a quelques instants, et que la censure met sous le tapis toutes les informations qui sont plutôt gênantes pour ces mêmes lobbies, mais non seulement c'est un gros problème pour la transparence démocratique, c'est un gros problème pour la prise de décision, de responsabilité démocratique. Mais encore une fois, le citoyen ne peut plus prendre une part active dans la démocratie, ni prendre de décisions éclairées. Et ces deux outils sont de plus en plus souvent utilisés pour empêcher la société civile de prendre des décisions qui lui permettent de défendre ses droits et ses intérêts. Et on l'a dit, toutes ces crises successives, H1N1, Covid-19, mais on pourrait remonter plus haut, au SARS en 2003, la crise économique d'aujourd'hui, de 2008, enfin la crise économique, moi je suis née dans les années 70, j'entends parler de crise économique depuis les années 80, c'est plus une crise, c'est un système. Maintenant le climat, toutes ces crises successives servent de justification pour des mesures soi-disant d'urgence qui restreignent nos droits fondamentaux. Et notre objectif avec cette journée, c'était vraiment de rappeler que les restrictions des droits humains ne peuvent jamais devenir la norme. Jamais devenir la norme. Et elles doivent toujours respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. Mais surtout, elles doivent toujours être limitées dans le temps. Parce que si des mesures d'urgence qui restreignent les droits humains ne sont pas limitées dans le temps, c'est un nouveau modèle de société. Alors demain, je vous l'ai dit, on va devoir tous apprendre à nous désintoxiquer de la langue de bois. Et on va devoir aussi tous apprendre à contourner la censure pour réussir à faire entendre nos voix. Nous, en tant qu'ASBL, notre bon droit, demain, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé avec vous il y a maintenant 2 ans, un peu plus. Non seulement défendre vos droits et vos intérêts devant la justice aussi souvent que possible et chaque fois que c'est nécessaire, mais aussi mettre à votre disposition des outils d'éducation populaire et d'éducation politique, de façon à ce que nous puissions reprendre la main sur les décisions collectives et ne plus permettre à cette élite politique qui est déconnectée de la réalité de les prendre à notre place. Alors afin de vous remercier pour votre patience, pour votre présence et surtout pour votre engagement, parce que la plupart d'entre vous
mais je vous connais depuis quasiment deux ans, si je ne vous ai pas déjà rencontré en vrai, en tout cas on a déjà très régulièrement échangé sur les réseaux sociaux, et donc votre présence indéfectible ces 2 dernières années a été un véritable soutien pour nous. Pour vous remercier pour ça, je vais maintenant vous inviter à continuer cette conversation autour d'un verre qui va nous être servi dans la petite salle. Mais je voudrais terminer, mesdames et messieurs, en vous disant que il n'est plus concevable aujourd'hui d'accepter d'être dominé par des gouvernants qui prennent des décisions en notre nom et avec lesquelles ils n'ont pas reçu notre consentement.